Bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue dans ce webinaire du Handipact Île-de-France. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette fin de SEPH qui a dû être intense pour tout le monde. Nous voulions ce matin vous proposer un sujet qui nous semble être un sujet d'avenir, qui est finalement le rôle de l'IA comme levier d'inclusion, rôle de ces nouvelles technologies dans l'insertion, mais également le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, pour vous accompagner ce matin, je suis entourée de Aurélie Timruc, qui a rejoint l'équipe du Handipact, et de Lucas Akli, qui est le fondateur de Digital Inclusif et qui intervient aujourd'hui sur ces sujets auprès des employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc, sur cette heure 30 que nous allons passer ensemble, nous allons faire une introduction à l'IA générative, puisque c'est un sujet qui, malgré tout, reste assez récent dans les usages, en tout cas professionnels, puisque peut-être que chacun choisit déjà ses congés, ses sorties, ses plats avec l'outil. De voir déjà la place de l'IA dans l'amélioration des conditions de vie et de travail et puis dans la recherche de solutions pour mieux travailler quand on est en situation de handicap en fonction de la nature de ses difficultés. Et puis concrètement mettre en pratique à travers un cas d'usage qu'on vous proposera, qui est décliné en fonction d'un métier. On a pris une chef de mission qui a de nombreuses missions administratives à faire et comment l'IA peut améliorer son quotidien et donc aussi sa performance au travail. Et on aura bien sûr un temps de questions-réponses. Alors vous pourrez les poser au fil de l'eau. Aurélie est là comme modératrice. Donc elle sera vigilante à vos questions pour les poser au bon moment. Certaines seront peut-être posées d'événement. Donc voilà. Donc, on est ensemble, voilà. On nous dit qu'il y a peut-être un petit problème de son. Ah, alors, Si on nous entend bien. est-ce que vous êtes une majorité à bien nous entendre? Alors, si quelqu'un peut écrire dans la conversation pour se rassurer, c'est bon, nickel, parfait. Ça ne peut pas de nous. Euh, Top. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je propose de démarrer. Alors, les gens arrivent au fil de l'eau, mais écoutez, je propose qu'on démarre malgré tout. Euh, et je te passe la main, Lucas. Peut-être te présenter rapidement et ouvrir le bal. Volontiers. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de pouvoir conclure cette SEPH en quelque sorte à travers c'est une thématique qui est vraiment révolutionnaire, l'arrivée de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles avec des cas d'usage autour de l'inclusion. Moi, Lucas Acli, j'ai créé Digital Inclusif il y a maintenant 9 ans avec l'ambition, comme à l'époque où j'étais alternant, de trouver des solutions en tant que personne concernée par la dyslexie, dysorthographie, la neurodiversité, comme on pourrait dire désormais, des solutions avec l'informatique. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, pour le coup, j'ai envie de dire, et j'ai décidé d'en créer, de pouvoir accompagner les talents d'aujourd'hui et de demain avec, à l'époque, on n'avait pas l'IA, mais on avait déjà des solutions qu'on va pouvoir découvrir, redécouvrir, j'ai envie de dire, hein, la synthèse vocale, les correcteurs d'orthographe devenus des coachs orthographes, des coachs rédactionnels, pour le coup. Euh, Afin de permettre, vous permettre à toutes et à tous de révéler vos talents avec l'IA et avec le top, dans l'état de l'art hein, d'une matière qui évolue de semaine en semaine, pour le coup. Euh, donc typiquement, pour faire le zoom sur l'intelligence, l'IA générative, hein, donc l'IA générative, qu'est-ce que c'est? Donc l'IA générative, donc il s'agit donc de technologies permettant un apprentissage automatique, permettant de simuler des compétences qui étaient précédemment concernant uniquement les êtres humains, comme la capacité
d'apprendre un grand nombre d'informations, d'être en capacité de créer à partir de ces informations. Donc là, dans cette matinée, on va pouvoir voir comment créer du texte avec l'appui de ces technologies de Large Language Model, hein, LLM. Donc ça, c'est des termes que vous allez pouvoir retrouver tout au long de cette présentation avec des technologies donc, de machine learning, d'apprentissage automatique, formant avec aussi le deep learning, donc un réseau de neurones. Donc ce sont des machines qui vont aspirer une grande quantité de données à partir de bases de données créées par des humains pour le coup. Hein. Là, on est quand même, l'IA est créée par des humains pour des humains, donc avec des biais aussi, on y reviendra un peu plus tard, humains aussi, qu'il va falloir être vigilant dans le cadre de l'utilisation et qui permet des cas d'usage autour de l'inclusion très forts, avec la capacité de pouvoir favoriser la lecture, la création, la rédaction, lire, booster nos sens, les compenser et les améliorer, donc avec différentes technologies mobilisées. Donc là, on va aborder dans cette matinée principalement, alors pas que, mais on va parler beaucoup de Microsoft Copilot. Je tiens d'ailleurs à remercier Philippe Trottin, responsable activité France, qui m'a fait partager un grand nombre de ressources, qui m'a beaucoup formé aussi sur ces technologies. Donc là, pour le coup, il y a Microsoft Copilot qui est donc présenté, mis en avant, parce qu'on l'a. euh, Enfin, à partir du moment où vous pouvez créer une réunion Teams, vous avez accès à ce qu'on appelle Copilot Chat. C'est l'équivalent d'une sorte de chat GPT, mais d'entreprise, qui protège vos données, donc où vos données d'entreprise, d'organisation sont sécurisées, et donc qui permet de pouvoir fonctionner avec un système de chat, avec les invites, les prompts, les requêtes. Hein. Donc ça va être le sujet phare, c'est l'IA apporte des compétences nouvelles, mais il faut qu'on acquiert une nouvelle compétence, c'est savoir rédiger des bonnes requêtes afin de pouvoir libérer tout son potentiel. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard, afin de pouvoir avoir un véritable assistant à ses côtés, un copilote, donc avec l'appui donc de ces technologies. Donc l'intelligence artificielle, pour prendre une petite rétrospective, l'histoire de l'IA, alors en 1900, alors pour reprendre, hein, l'intelligence artificielle n'a pas été créée avec ChatGPT pour le coup, hein, et donc c'est son notion ancienne. À partir des années 50, on a déjà eu des premiers chercheurs qui ont fait part que est-ce que les machines sont capables de penser, hein. Donc Alan Turing, pionnier de l'informatique, avait suggéré déjà cette première hypothèse à partir des années 56. L'informaticien John McCarthy a utilisé le terme intelligence artificielle pour la première fois lors d'une conférence. Donc, il s'agit d'un domaine qui évolue grandement depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, donc des capacités et un accès au grand public bien avancé, car si on prend le cas par exemple des ordinateurs IBM Watson, ce sont des ordinateurs qui prenaient une pièce littéralement pour le coup. Donc oui, là on a quand même des technologies qui ont fortement évolué et qui se sont simplifiées aussi dans l'usage, avec l'essor, par exemple, des assistants vocaux tels que Siri, Cortana, Amazon, aussi Alexa. Donc, voilà, ce sont des technologies OK Google qu'on retrouve aussi au quotidien et qui utilisent aussi des principes des intelligences artificielles pour le coup, avec dans nos contextes, donc des technologies qui vont nous faire gagner du temps et de l'énergie et libérer de la charge mentale. Donc l'IA, comment elle peut nous accompagner, comment elle peut vous accompagner au quotidien. Donc là, cette matinée, on va pouvoir vous faire redécouvrir comment résumer un texte, un document, donc synthétiser des documents pour pouvoir gagner du temps, aller à l'essentiel et faire redécouvrir parfois des documents avec un langage naturel, un questionnement. Donc on va pouvoir avoir, comme si on parlait à un humain. Certains disent d'ailleurs que l'intelligence artificielle, il faut parler comme un ou une stagiaire, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut lui donner du contexte. Une personne nouvelle qui intègre votre organisation, elle ne connaît pas forcément le service, comment fonctionnent vos entités. Donc là, c'est un peu la même chose avec l'IA, donc pour pouvoir optimiser les résultats. Alors on va créer pas mal
pas mal de choses ce matin, donc des cartes mentales, des comptes rendus, des synthèses avec l'IA, donc des exemples d'articles pour des intranets, des newsletters. Donc l'IA, quand on lui confie un rôle de rédacteur, pour le coup, il va pouvoir être un assistant à la rédaction très, très performant et faire gagner du temps sur la recherche d'informations aussi également avec donc un langage naturel qui permet de pouvoir aller à l'essentiel, mais sans être un codeur, vraiment comme si on parlait à un être humain. Donc, comment ça prend forme, hein, Copilote, les IA? Donc là, on a vu le sondage passé. Estelle Aurélie, on avait quel résultat? Parce que j'ai pas vu le sondage passé, les résultats. J'ai switché un peu rapidement. Donc, pour le coup, quand il y a Alors, vos micros sont coupés, par contre, pour le moment. Je sais Ouais, pas ça si y c'est est, bon. c'est redirigé. En fait, La plupart disent qu'ils l'utilisent dans leur vie personnelle à 40%, mais certains disent également l'utiliser dans les deux. Hein. Donc on voit que, mine de rien, il y a une forte présence de l'IA aujourd'hui, tant dans le sphère privée que professionnelle. Hein. Alors, il y a une N'hésitez petite pas à coupure. continuer à répondre. Quel pourcentage, pardon, Aurélie? Je n'ai pas entendu le pourcentage. 40% dans la vie 40. personnelle et 20% qui nous indiquent utiliser pour les deux. Super. C'est plus perso que pro aujourd'hui. Plus perso que pro. Ah, Entendu. les chiffres sont en train d'augmenter du coup, parce que les gens n'avaient peut-être pas encore eu le temps de répondre. Donc n'hésitez pas, hein, on donnera les résultats à la fin du webinaire. Non, entendu. Bon, donc, si je comprends bien, il reste 80% de l'audience à convaincre pour passer du perso au professionnel. Hop, j'en profite pour. Hop, j'ai omis de recharger, de brancher mon ordinateur. Je prends juste la petite prise, 30 secondes. Hop, pour le coup. Mais oui, donc là, le principe, hein, quand vous utilisez l'IA à titre personnel, alors il faut être vigilant déjà sur la protection des données, ça je reviendrai un peu plus tard, pour le coup, parce qu'on va utiliser une version gratuite de ChatGPT, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage des modèles, donc c'est-à-dire dans le gros nuage de données que vous envoyez, ben, ces données elles peuvent être réutilisées pour entraîner les modèles. C'est-à-dire que ben, concrètement, pour un usage en entreprise, en organisation, dans la fonction publique, ce sont un usage qui n'est pas conforme au niveau de la politique des données, donc ça, être vigilant. C'est pour ça que ce matin, on fait le zoom, par exemple, sur Copilot, qui permet, avec d'autres solutions payantes, hein, on a des entités, par exemple France Travail, qui a un partenariat avec OpenAI, la maison mère de ChatGPT, qui a créé son propre chatbot intelligent avec la technologie de ChatGPT à l'intérieur. Donc pour le coup, on a des solutions qui permettent de retrouver, j'ai envie de dire, les mêmes performances qu'on a à titre personnel à la maison, au travail, donc et de manière sécurisée pour le coup, avec par exemple l'indexation des contenus. Ah oui, je vois que dans le chat, ça répond. FT, oui, tout à fait. France Travail. Pour le coup, hein, donc là, on présente Copilote. Après, sur ce qui est présenté entre Copilote, là, on a certaines entités publiques qui vont passer sur Mistral. Donc la solution française est très performante aussi, voire plus performante dans certains domaines. Donc pour le coup, là, n'hésitez pas. Là, tout ce qui va être présenté ce matin, ce sera euh, réutilisable sur différents chats. Alors, l'indexation, je vois qu'il y a une question là, sur l'indexation. Alors, Aurélie, je fais ton micro toujours coupé, pardon, excuse-moi. Si tu veux, si tu voulais. Oui, vous m'avez interpellé sur la question de Fabienne sur c'est quoi l'indexation, Lucas? Ouais, d'accord. Alors, l'indexation, c'est en fait que Copilot, il va. Il y a deux versions de licence. En fait, l'indexation, quand vous avez la version payante, Copilot va en gros aspirer toutes les données que vous avez dans ce qu'on appelle le Microsoft Graph. Donc, c'est-à-dire que ça va reprendre vos courriels, vos réunions Teams, vos chats, vos fichiers que vous avez sur vos SharePoint OneDrive. Et donc, on va utiliser le contexte de votre organisation pour pouvoir apporter des réponses plus précises. Par exemple, votre agenda, vous vous posez la question, quels vont être les événements prévus cette semaine? Et donc, à partir de la requête, elle va faire une sorte d'arc de cercle, hein, elle va regarder les emails, l'agenda, SharePoint, voilà, faire en quelques millisecondes l'inventaire de votre contenu professionnel et va vous apporter une réponse contextualisée à partir de vos mails, documents, conversations. Ce que ne permet pas typiquement, si on prend le cas d'un chat GPT en version gratuite, n'a pas accès en fait à vos données d'entreprise. Et donc, ce que permet Copilot, voilà, c'est de pouvoir
à partir des données de votre organisation, va pouvoir apporter une réponse contextualisée, donc avec le contexte de ce qui se passe réellement ce qui va se passer réellement dans votre semaine, pour reprendre cet exemple, hein, avec cette base de contexte de contenu. L'IA est toujours plus efficace, les solutions d'IA, les chats sont toujours plus efficaces à partir du moment où euh, le contexte est connu en fait. Hein, vous abordez, soit vous l'indiquez, par exemple, moi je suis référent en diversité dans telle organisation, aide-moi à avoir une communication plus impactante sur tel événement. Et donc à partir du moment où vous lui confiez un rôle, un contexte et l'attendu, je souhaite une infographie. Donc l'IA va apporter une réponse plus précise à partir du contenu et du contexte. Donc là, vous avez donc l'indexation des contenus, voilà, mail, conversation, PowerPoint, Excel, Teams aussi, hein, les contenus documents, les documents d'entreprise aussi sont indexés pour le coup, ou soit sont indexés quand vous avez la licence payante, et je viendrai un peu plus tard que vous avez la licence que à peu près un peu tout le monde a accès, c'est à partir du moment où vous pouvez créer une réunion Microsoft Teams, une réunion Teams, vous avez accès à Copilot Chat. Là, vous pouvez envoyer des documents. On fera la démonstration sur un compte rendu, justement, afin de vous permettre de pouvoir avoir un compte rendu à partir d'un transcript brut. Et donc, vous pouvez envoyer des documents sans forcément avoir besoin d'indexation. Vous pouvez envoyer et donc, lui, Copilot va pouvoir fournir une réponse. Bon, j'espère que ça répond à votre question. Pour le coup, hein, la pratique aidera. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Voilà, Aurélie. on mettra en pratique après. En tout cas. Entendu. Alors, point important, hein, le sujet, évidemment, le sujet de notre matinée, c'est l'accessibilité. Donc, l'accessibilité, l'aide, l'inclusion avec l'appui de ces outils IA. Donc, l'interface de Copilot est nativement accessible, hein. On verra aussi à l'usage. Donc, typiquement, pour les publics, au niveau de l'accessibilité RG2A, vous avez donc à la fois cette accessibilité pour faciliter les lecteurs d'écran pour la communauté avec déficience visuelle. Pour le coup, on a aussi l'interface avec clavier et à la voix. Donc, ça, c'est aussi très intéressant pour pouvoir énoncer de vive voix sa requête, son prompt, hein, pour le coup, de pouvoir lui parler et donc du texte à la voix. Le contraire aussi, avec la réponse apportée par Copilot va pouvoir être énoncée de vive voix. Donc ça va être possible directement soit depuis l'application ou alors depuis le navigateur. Le navigateur, hein, c'est le Google Chrome de Microsoft, hein, Microsoft Edge, permet de pouvoir énoncer le texte avec des voix réalistes aussi. Donc ça permet si vous utilisez par exemple Mistral, le chat de Mistral, vous pouvez avoir aussi les réponses qui sont énoncées. Donc ça, c'est aussi valable avec d'autres solutions pour le coup sur l'accessibilité de Copilot. Alors, comme le sondage hein, le précise, hein, l'IA est déjà présente dans nos quotidiens. Donc, soit vous apportez les solutions que vous avez à la maison, au travail, ou vous utilisez, si on prend le cas, par exemple, de France Travail, le chatbot intelligent mis à votre disposition. Donc là, elle est présente dans tous les secteurs professionnels. Elle accompagne la transformation de l'ensemble des métiers pour faciliter l'accès à l'information et à l'autonomie, donc également l'autonomie des agents concernés par des situations de handicap diverses, pour le coup, et leurs aidants. Avec point important, c'est des statistiques au cours de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous avez cette statistique qui revient souvent, c'est que 80% des situations de handicap sont invisibles. Le handicap touche 18% de la population active, souvent de manière non visible. Si on prend le cas, typiquement la neurodiversité, mais pas que ce soit trouble 10, TDAH, trouble auditif aussi, enfin, voilà, il y a une grande majorité de situations de handicap dites invisibles. Et donc, dans un monde connecté, la technologie peut exclure. Et là, on va faire le contraire ce matin à comment la technologie va pouvoir inclure avec cette notion d'inclusion numérique. Donc, l'IA au service de l'inclusion, l'IA permet de lever de nombreuses barrières, que ce soit la lecture, l'écriture, la compréhension,
faciliter l'organisation avec des solutions adaptées à un grand nombre de situations de handicap, permettre l'accessibilité des contenus. Et actuellement, nous sommes sur la plateforme Microsoft Teams. Vous pouvez activer le sous-titrage typiquement pour faciliter la compréhension sur enjeux autour de la faible audition. Voilà, donc ça, ce sont des fonctionnalités qui sont boostées par des modèles d'IA pour une compréhension contextuelle pour fournir des meilleurs résultats avec typiquement la vision, la reconnaissance de la parole, la lecture, la traduction. Ça, c'est dès 2016, hein, c'est avant la date du lancement de ChatGPT en 2022, de mémoire. Donc, vous avez déjà ces technologies qui sont au service de l'inclusion avant l'IA générative, hein, donc 2023 pour le cas, sa grande diffusion, synthèse vocale, compréhension du langage. Donc, ces fonctionnalités ont été grandement améliorées par l'IA générative. Vous allez pouvoir découvrir, par exemple, le cas de la synthèse vocale avec des voix plus réalistes, plus agréables à l'écoute, hein, donc vraisemblablement proches des voix humaines. Donc, capturer, alors comment ça fonctionne le processus IA? Donc, on capture une image pour en restituer un son. Donc, la capacité, donc ça, c'est via différentes typologies de modèles d'intelligence artificielle qui vont permettre de passer d'un son au texte, donc le sous-titrage, traduction, donc comment créer un pont entre deux langues. Donc là, ce sont des différents modèles d'IA qui sont mobilisés, qui font progresser l'accessibilité de différentes situations de handicap. Donc, l'IA, elle est présente sur vos appareils. Quand vous ouvrez vos smartphones, vous avez déjà des raccourcis, des suggestions. Donc, ça, c'est de l'IA qui est présente, hein, que ce soit sur son PC, son Mac. Voilà, on retrouve sur tous nos terminaux. Dans les solutions Microsoft, donc, vous avez des fonctionnalités IA qui sont intégrées désormais nativement sur un grand nombre de sujets. On fera le zoom avec la dictée vocale, par exemple, qui permet une ponctuation automatique. Donc ça, c'est une technologie qui est désormais disponible à toutes et à tous, sur les utilisateurs Windows 11, par exemple, dans Word, Pack Office au général. Et donc, ça permet un usage plus agréable et plus efficace, améliorant l'accessibilité de toutes et tous. Alors, toujours dans le pack office, les outils du quotidien, donc quelles sont les solutions qui vont utiliser l'intelligence artificielle, donc la dictée vocale, la lecture à haute voix, donc la lecture à haute voix, donc ce qu'on appelle la synthèse vocale, hein, qui s'est grandement améliorée, la traduction également. Les idées de conception dans PowerPoint, on va avoir des suggestions pour créer un PowerPoint aussi accessible, donc avec par exemple des balises automatiques pour la communauté déficiente visuelle pour pouvoir avoir un retour vocal, point important. Donc, donc c'était les entrées, la reconnaissance manuscrite aussi. Bon, étant dysorthographique, dysgraphique, c'est un peu compliqué, hein, la reconnaissance manuscrite. Bon, ça s'améliore grandement. Bon, pas encore au niveau de me connaître. J'espère que ça arrivera un jour. Mais voilà, donc ça, c'est des outils IA qui arrivent, des fonctionnalités IA qui s'améliorent j'ai envie de dire, de mois en mois, de semaine en semaine, hein, pour le coup. La transcription, ça enverra une illustration, donc la transcription qui va pouvoir être, comment passer d'un texte brut à une transcription brute à un compte-rendu intelligent avec une analyse contextuelle. La suppression de bruit aussi, hein, donc là, fonctionnalité aussi boostée par l'IA. Vous pouvez avoir un aspirateur qui passe à côté de vous lors d'une réunion Teams. Si vous avez activé les bonnes fonctionnalités, l'aspirateur sera caché. Voilà, vous aurez uniquement votre isolation, votre voix qui sera prise en compte lors d'une réunion. Donc ça, ce sont des fonctionnalités IA aussi qui permettent une grande concentration, hein. Ça permet, avec des casques anti-bruit, par exemple, d'avoir une meilleure concentration pour la communauté neurodivergente, par exemple, mais pas que. Donc, typiquement, comment l'IA peut aider au niveau de certaines situations de handicap. Si on commence par la mobilité, comment on peut, par exemple, faciliter comment manipuler une interface en minimisant l'usage du clavier et de la souris. Donc là, je vais vous montrer une situation où on va pouvoir utiliser la dictée vocale partout dans un navigateur Internet, hein. Donc là, on est même en dehors du pack Office, hein. On va être sur le navigateur
de Microsoft. Donc, on va être sur Edge et on va aller sur le site du FIPHFP pour vous montrer sur un champ de texte comment accéder directement à la dictée vocale. Donc là, je vais partager mon écran. J'espère que ça marche du côté de tout le monde. Je vois que Estelle acquiesce. Donc là, on va utiliser le raccourci. Donc c'est la touche Windows et H, la lettre H, et donc ça permet d'ouvrir ce petit widget, hein, ce petit raccourci, donc qui permet d'être le lanceur de saisie vocale. Alors le lanceur de saisie vocale, il est accessible dès Windows 10, pardon, et il est grandement amélioré sur Windows 11 avec la ponctuation automatique, hein, qui permet de pouvoir saisir du texte un peu partout. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet donc une accessibilité partout. Vous pouvez saisir du texte, pas uniquement dans un Lucas, code Office. Oui. excuse-moi, apparemment, il y en a qui ne voient pas ton écran. Alors, je ne sais pas si ça concerne qu'une personne. Non, il y a plusieurs personnes qui ne voient pas. Interaction avec ton écran. Alors que nous, on la voit. Je ne sais pas. Ah, Parce que- que tu le vois. Peut-être qu'il y a un ok. laps de temps sur la connexion Internet. Ah, Ouais, oui. Parce que oui, c'est un laps de temps parce qu'en fait, on est en live. Ah, Ok. d'accord. Merci pour que tu viennes de nous répondre. donc, peut-être refais la démo pour ceux qui n'ont pas vu. Oui, il y avait Ouais. un laps de latence par rapport à la. On n'a pas pu voir. C'est ça, je vais relancer. Donc là, hop. Donc là, le lanceur vocal, donc, il suffit de faire la touche Windows et H. Et donc, dans n'importe quel champ de texte, vous pouvez saisir du texte avec une ponctuation automatique, hein. Donc là, c'est dans les conditions du direct, il y a des points, des majuscules qui se génèrent. Et donc ça, c'est la dictée vocale boostée par l'IA pour le coup, hein, parce que vous avez donc l'analyse contextuelle de la saisie qui permet, voilà, d'avoir des résultats plus satisfaisants. Donc, je vais revenir à la présentation. J'espère que tout le monde aura pu la voir pour le coup. Top. Et on va relancer donc le PowerPoint en trouvant la bonne slide. Ça, c'était notre côté coulisses. Pour le coup. Bon. Ah oui, c'est bon. On reprend à partir de la diapositive 18. Ah, super. L'IA aura permis de retrouver pour le coup. Alors, je reste, malheureusement, hein, ceux qui n'ont peut-être pas vu, il y a un replay qui est prévu au cas où, s'il y a des séquences, vous les retrouvez, n'hésitez pas voilà, voilà, oui, la présentation, voilà, il y a un petit délai pour la présentation. Donc, voilà, comme vous avez pu voir, comment manipuler l'interface à la voix. Alors là, je vous ai présenté, donc on peut aller beaucoup plus loin, hein, dans ces cas d'usage, hein. Là, je vous ai présenté uniquement, là, je peux saisir le texte, je peux utiliser mes mains pour manipuler le curseur. Mais on peut aller jusqu'à des technologies comme Dragon le permet et les interfaces, que ce soit macOS ou Windows, le permettent d'utiliser un curseur sans les mains, avec les yeux. On a différents cas d'usage aussi qu'on va pouvoir utiliser. Là, un des moyens de réduire l'usage de ses mains, c'est d'utiliser donc ces raccourcis vocaux, l'interface vocale, donc un peu partout, sachant qu'on parle 3 fois plus vite que l'on tape au clavier, que l'on rédige. Donc ça, c'est aussi un gain de temps à toutes et à tous, hein, au-delà des singularités de chacun, chacune, pour le coup. Voilà. Alors la vision, c'est, on va enchaîner sur comment rendre un texte. On va rester d'ailleurs sur le site de FIPHFP, parce qu'on a des meilleures voix d'ailleurs sur le navigateur de Microsoft Edge. Alors Google s'y est mis il n'y a pas très longtemps aussi sur Google Chrome. Là, si vous avez fait des mises à jour Google Chrome, vous devez avoir un mode lecture, vous avez accès à des voix. Alors voilà, je teste un peu tout. Alors des fois c'est des voix haute qualité, des fois c'est la voix de base de l'ordinateur qui est un petit peu grésillante pour le coup. Donc là, ça permet. Là, je vais vous faire découvrir donc ces voix, la voix donc dans Microsoft Edge. Je réponds en même temps, oui, vous aurez accès au support pour le coup, hein. On le diffusera ainsi que le replay. Donc là, j'attends un petit peu avant de lancer la démo, que tout le monde ait accès à l'écran. Je prends un petit... Hop. Estelle, Aurélie, vous voyez mon écran, ça va? Ok. Parfait. Bon, on va pouvoir lancer. Alors, on a différents moyens d'accéder au retour vocal.
Donc l'un des moyens, c'est les trois petits points où on peut soit accéder au lecteur immersif. Donc le lecteur immersif, il va transformer l'écran pour pouvoir être plus visible le contenu de l'écran. Donc là, par exemple, on va être sur un lecteur, un profil d'écran qui va être personnalisable. On va pouvoir, par exemple, changer la taille de texte, la police, le thème, si on veut plutôt un fond sépia, un fond inversé, un contraste, un espacement de texte. Donc ça, c'est à l'image de ces corrections pour des lunettes. Hein. On va chacun avoir sa correction de lunettes distincte. Là, c'est à peu près assez similaire. Donc on va pouvoir créer un profil de lecture qui nous ressemble, même avoir une grille, une règle de lecture. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve un peu partout dans les outils Microsoft, que ce soit dans leur navigateur, que ce soit Word, Word, PowerPoint, Outlook, c'est disponible pour le coup également sur Teams, sur les conversations Teams, les messages Teams, vous pouvez accéder à ce mode et avoir le retour vocal. Donc là, le retour vocal, je peux Un l'activer. nouveau catalogue des interventions. Alors, je le mets d'habitude un peu rapide, je vais le ralentir un peu pour la démonstration, pour le coup. Intervention entre en vigueur le 1er janvier 2025. Aide intervention. En 2025, le FIF continue son action visant à faciliter et à simplifier les conditions de mobilisation des interventions. Je vois qu'Estelle, la manière dont a été énoncé le FIF. Bon, enfin, voilà, sur certains acronymes, c'est un petit peu étonnant, la manière de le prononcer, mais voilà, on a une voix, on a une palette de voix même, hein, là, on a plusieurs dizaines désormais hein, en termes de voix. Très naturel, multilingue. Alors quand passe du français à l'anglais, il y a un gap qui est fait, donc on a des voix très agréables à l'oreille pour le coup, donc afin de favoriser l'expérience de la synthèse vocale et lecture vocale. Lucas, Ouais, excuse-moi, on a je un t'en prie. Maud qui demande comment tu as actionné la lecture vocale. D'accord. La manipulation. Alors, il y a plusieurs. Si vous êtes dans Microsoft Edge, sur le navigateur de Edge, hein, alors, il est installé de base hein, sur Windows. Hein, il y en a qui, voilà. Normalement, vous avez toujours un petit peu accès. Donc, il y a plusieurs raccourcis. Soit vous avez sur la barre de lien, la barre de recherche, vous avez ces trois petits points plus d'action. Vous avez deux modes. Vous avez le mode lecteur immersif, comme vous avez pu voir, ou soit lire à haute voix. Alors, si on lance lire à haute voix, donc là, Un nouveau catalogue. en général, ça commence par le titre d'une page, et après, vous pouvez, en cliquant, lui faire sauter des éléments. Par exemple, Catalogue s'il des faut interventions entre en vigueur. qu'on parle, qu'on Pour énonce rappel, ici. le comité national du FIF a décidé de prolonger, Ouais, c'est que je regarde, Estelle, pour le coup. On peut, je vais chercher une phrase où il n'y a pas le FIF. Sinon, on fait clic droit à partir d'un élément. Alors là, c'est un peu plus long, c'est pour ça que je ne vous le mets pas. Alors, soit il y a continuer de lire alors, à partir d'ici. Voilà. afin de faciliter le traitement. S'agissant de l'aide au déplacement Voilà, en c'est à partir compensation. du moment où cette bande est disponible, en sélectionnant le texte, vous avez continué à lire voilà, à partir d'ici. Quand vous êtes de base sur votre navigateur, ce qu'il faut faire, sinon, en deuxième raccourci, vous faites clic droit, vous sélectionnez du texte, vous faites clic droit, outils supplémentaires, lire à haute voix à partir d'ici. Avant, c'était plus visible, maintenant, ils l'ont enlevé un peu, ils l'ont mis un peu plus loin, malheureusement. Donc, c'est pour ça que prioritairement, allez sur la barre de recherche, le petit rond, lire à haute voix, puis là, ça vous le lance. Un nouveau catalogue des Soit vous avez aussi un raccourci clavier, si vous êtes plutôt équipe raccourci clavier, il est un peu long, il faut faire CTRL majuscule et U, je vais le faire en direct, bon, ça marche quand même, mais voilà. Un nouveau catalogue des interventions entre en Bon, on vigueur a le compris 1er qu'il y avait janvier un 2000. nouveau catalogue. C'est bon. C'est pas très frais, 1er janvier, là, on serait plus ça, voilà, pour le coup. Voilà, pour le coup, donc vous avez la possibilité de lire des textes assez longs. C'est aussi le cas pour les documents PDF. Vu qu'Estelle est convaincue par son catalogue, on va pouvoir le lire à haute voix, dis donc. Ça va être très long. Ça va être très très long, Lucas, je pense. Catalogue des interventions du FIF. Voilà, bon là on n'est pas obligé de tout lire évidemment, parce que là voilà, ça a caché le nombre de pages, oui, il y en a 173 respectivement pour le coup. Donc là on peut sélectionner un texte et le lire à partir d'ici, normalement, sont éligibles à partir de Z. Voilà, on reprend l'élément. Sont éligibles aux aides directes du FIF les personnes âgées de 15 à 20 ans. Voilà, vous avez en Bon, je pense section. qu'on a compris.
Maud a compris. Et pas que Maud, hein, toutes les personnes concernées sont les bienvenues hein, pour le coup, sur cette fonctionnalité. Hop, on va enchaîner avec hop, les slides. Donc, alors ça concerne évidemment autant la communauté des déficients visuels que la neurodiversité. Donc là, pour le coup, hein, on est sur des situations d'aménagement assez proches pour le coup. Hein, une communauté neurodivergente et déficiente visuelle, on partage des aménagements assez similaires dans certains points. Alors, l'audition, donc ça, c'est le sous-titrage en temps réel. Le sous-titrage en temps réel. Alors là, actuellement, on est en mode Teams. Donc là, pour activer le sous-titrage, vous appuyez sur les trois petits points. Je vous le dis à titre d'info. Voilà, on va montrer comment le faire partout. Vous avez le bouton afficher les sous-titres en direct. Et donc, vous pouvez avoir donc un bandeau en bas qui affiche les sous-titres en direct. Donc, ça, c'est dans le contexte de Microsoft Teams. Dans un contexte autre, par exemple, on veut sous-titrer autre chose, un document, une vidéo. Donc, on va prendre, par exemple, une vidéo, si on prend une vidéo du FIP, comment on le dit, Estelle, le FIP? Non, parce que j'ai perdu la prononciation. Le FIP, le FIP. Le FIP, tout simplement, le FIP, pour le coup. Donc là, je vais lancer une vidéo, par exemple, sur YouTube de la chaîne du FIP, pour vous montrer le sous-titrage en temps réel. Donc là, par exemple, si j'ouvre, hop. Donc là, bon, YouTube, c'est vrai qu'on a nativement des sous-titres disponibles en général. Là, par exemple, si je prends mode cinéma, hop. Donc là, vous avez donc le sous-titrage qui est présent dans YouTube. Mais là, si on est vu qu'on est sur Windows 11, pardon, vous voyez pas mon écran, là, j'ai lancé le sous-titrage en direct, parce que là, c'est sur le menu, il s'affiche de l'autre côté. Donc, il faut taper dans la barre de recherche sous-titres en direct. Et donc, ça affiche ce petit bandeau, donc sous-titres en direct. Donc, lui, il est préaffiché des sous-titres en direct en français. Donc là, la première utilisation, il faut sélectionner la langue. Et là, par exemple, si je lance la vidéo, hop, du FIP, donc avec une partie avec du texte. Là, je vais lancer. Voilà, vous avez donc le sous-titrage qui est généré au fur et à mesure. Pour le coup, bon là, vu qu'il y a une réunion en même temps, c'est mieux quand vous avez pas une réunion en même temps, parce que là, ça demande quand même une bande passante assez importante niveau connexion, sinon c'est beaucoup plus rapide. Le principe, c'est donc faut ouvrir sous-titres en direct. Donc c'est ce petit logo que vous avez là, sous-titres en direct. Et cette fonctionnalité est accessible à partir du moment où vous avez Windows 11, vous l'avez accessible de manière native. Pour le coup, ça permet de rendre accessible tout type de contenu. Toujours le point de vigilance sur ces technologies, ce sont les noms propres. Là, comme vous avez pu voir, la GFIP, il manque un H. Voilà, toujours ça s'améliore de mieux en mieux, mais voilà, ça reste perfectible sur la partie, sur les noms propres en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des questions, Oli Estelle, dans le chat, pour savoir qu'on va pouvoir enchaîner pour le coup. Donc avec la présentation sur les prochains cas d'usage. Alors le prochain cas d'usage, c'est autour du facile à lire et à comprendre. Donc comment l'IA peut aider à créer du contenu facile à lire et à comprendre. Donc là, pour le coup, hop. Donc là, pour la situation de handicap autour de la déficience intellectuelle, hop, je vais pouvoir relancer, vous présenter avec le contenu donc du secrétariat d'État au handicap, comment Copilot va pouvoir aider avec la création d'un contenu accessible. Donc là, pour le coup, je vous montrais Copilot. Ça, vous pouvez l'avoir aussi normalement. C'est sous la forme d'un raccourci Copilot, sous la forme d'un onglet, donc il va séparer une partie de l'écran. Et là, vous avez donc, comme à l'image d'un chat GPT, vous avez un chatbot intelligent pour faire la saisie vocale du texte. Donc là, j'ai pris, pour illustrer la création de contenu en Falc, là, j'ai pris le communiqué de presse, l'article de lancement donc, de la SEPH, donc du site du ministère du Handicap, le secrétaire d'État au handicap, excusez-moi.
les libellés changent beaucoup en ce moment. Au ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Voilà, pour être exhaustif. Donc là, pour le coup, je vais pouvoir alors soit lui demander qui résume les points principaux de cette page, mais je préfère plutôt sélectionner le texte voilà, pour vous montrer l'illustration. Donc je sélectionne le texte du début à la fin pour être sûr voilà, qu'ils prennent que la partie qui m'intéresse. Donc là, on va pouvoir lui rédiger un prompt, c'est réécrit en Falc. Là, je colle le texte, je lance. Et voilà, la version facile à lire et à comprendre. Je vais pouvoir copier-coller et le mettre dans le chat, hein, pour le coup, comme ça vous pourrez voir et accéder en temps réel. Alors, pour le coup, hein, sur pour le Falc, normalement, les vraies versions de Falc, faut le faire avec une supervision humaine. Pour le coup, hein, là, une version. C'est une version simplifiée. Voilà, ça ne remplace pas hein, le Falc, pour le coup, généré par des humains. Hein. Je vous montre, je vous transmets la réponse dans la conversation. Vous puissiez avoir donc, le résultat, vous puissiez le consulter de manière exhaustive. Voilà. Donc là, l'un des résultats, donc là, le but, hein, c'est après de pouvoir, par exemple, là, on peut réagir, on peut dire fait ou créer un résultat encore plus simplifié. Hop. Elsa, pour répondre à votre question, non, c'est ce que disait Lucas, c'est pas du Falc en tant que tel, mais ça permet d'avoir un premier niveau d'approche, mais ça remplace pas, je dirais, les exigences du Falc, qui est donc la part de l'humain. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire appel ou de transcrire chacun de leurs documents en Falc, ça permet déjà d'essayer de comprendre, et de simplifier les choses. Je vous envoie la V2 encore plus simplifiée pour le coup. Euh, Enfin voilà, d'être un premier jet. Aussi éviter le syndrome de la page blanche. Ça, c'est aussi un cas d'usage de l'IA très important. C'est de pouvoir se dire, bon, on va se lancer dans une démarche et apporter par exemple un premier jet à un réviseur humain, voilà, une personne qui va pouvoir créer du Falc pour le coup, avec ce regard humain, cette expertise humaine, mais avec un premier jet pour faire gagner du temps et optimiser un premier résultat. Donc ça, c'est l'un des cas d'usage autour des outils de rédaction, donc de Copilot, hein, auquel on reviendra un tout petit peu plus tard, pour le coup, avec notre personnage Est-ce Myriam. que est-ce que tu peux redire comment on met le sous-titrage pour Ouais, le coup bien sûr. Alors, je vais repartager mon écran. sur Teams, hein? Ouais. Sur Teams? Oui. Alors, sur Teams, vous avez les trois petits points à côté du visage réagir, normalement. Et vous avez dans le menu, ensuite, vous avez parce qu'ils changent beaucoup les menus, hein. Moi, j'ai du mal. Langue et voix. Voilà, vous allez dans langue et voix et vous avez activé les sous-titres en direct dans le menu. Donc ça, c'est dans les paramètres langue et voix des trois petits points autres à droite du petit visage réagir sur l'interface de Teams. Mais alors, tu vois, moi par exemple, c'est pas au même endroit, mais c'est dans ma barre en haut, effectivement, j'ai salle et moi c'est autre à côté. C'est pas au même endroit que Merci, toi. Cosines, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, Voilà, c'est bon. Tout le monde a trouvé. Super. top, On peut top. revenir à notre sujet. Parfait. Donc côté neurodiversité, donc la neurodiversité a un grand nombre de cas d'usage sur la rédaction d'écrits, pour la dyslexie, la difficulté de lecture, comme on a pu voir, la synthèse vocale avec des voix haute qualité, l'aide à l'organisation, la carte mentale qui peut être créée par l'IA, éviter le syndrome de la page blanche, résumer des documents. Donc ça va être un grand nombre de cas d'usage autour de la neurodiversité. Donc là, pour vous immerger de manière plus concrète, on va avoir le personnage de Myriam, chef de projet en situation de handicap, qui a un enjeu autour de pouvoir gérer un rapport de plusieurs centaines de pages, comment le synthétiser, communiquer une nouvelle réglementation
organiser un projet transversal avec des collègues, participer à des réunions, créer des comptes rendus, améliorer ses emails, répondre à des centaines de mails. Comment l'IA va pouvoir lui apporter un accompagnement, une aide opérationnelle dans ses défis du quotidien. Alors, avant de démarrer, déjà pour faire le lien avec les pratiques. Dans le cas de Myriam, on va partir sur des usages bureautiques courants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par usage bureautique courant? Il va s'agir donc de ces différentes fonctionnalités, tâches qu'on va faire avec les différents outils de productivité donc là, dans la situation de Microsoft, mais voilà, pas que au global, sur toutes les suites. On va avoir ces fonctionnalités de créer des documents, euh, donc avoir des PowerPoint, participer activement à des réunions, rédiger, répondre à des emails, créer des tableaux, les analyser et faire des recherches sur Internet, accéder à des contenus en PDF, lire ces contenus. Donc ça va être ce qu'on va considérer comme des usages bureautiques courants. Donc l'IA générative va pouvoir là, ce qu'on va retrouver de manière en fil rouge sur tous ces cas, c'est comment rédiger ce qu'on appelle des prompts, des requêtes. Donc là, avec comment faire en sorte d'optimiser les réponses obtenues par l'IA. Cela vient d'une bonne rédaction de prompts. C'est une nouvelle compétence qui a été créée de toutes pièces, typiquement, depuis l'arrivée de ces technologies d'IA. On doit devenir maintenant bon rédacteur, bon rédactrice de requêtes de prompts pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Donc, par exemple, comment illustrer qu'attendez-vous, quelles sont les attentes, comporte-toi, quelles sources d'informations, contexte. Donc, ça va être donc les différentes approches, différentes bonnes pratiques qu'il va falloir mettre en place, que Myriam va devoir mettre en place pour améliorer, pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, gérer 300 mails, un rapport de 124 pages, préparer ma réunion stratégique sans s'y passer la nuit. Donc, ça, c'est le défi de Myriam qu'on va l'aider à atteindre ce matin. Donc, tout d'abord, comment gagner le temps sur la lecture d'un rapport de 124 pages? Et Estelle, on ne sera pas dépaysé, on sera toujours au FIP avec le rapport d'activité pour le coup. Donc, un rapport d'activité donc, de 124 pages. Comment donc permettre d'obtenir un résumé de celui-ci? Donc là, on va pouvoir, depuis directement Edge, on va avoir ce petit. Alors, je vais attendre que tout le monde y ait accès pour le coup. Hop, voilà, parfait. Vous allez avoir ce petit raccourci, résumer les principaux points de cette page. Donc là, c'est un fichier. Donc là, pour le coup, on va lancer la requête. Et donc là, l'analyse va être faite sur le document pour vous montrer 124 pages. Donc c'est le rapport d'activité donc du FIP avec donc les points qui vont ressortir. Donc là, pour le coup, sur cette activité-là de résumé, il n'y a pas forcément besoin, suivant la difficulté, de préciser un prompt, c'est-à-dire une requête. On va avoir des suggestions de requêtes de prompt qui vont être aussi proposées. Par exemple, fournit un résumé en 10 points, fait une infographie en 10 chiffres clés, prépare une présentation PowerPoint. Donc ça, c'est ce que Copilot va proposer. Après, si on veut améliorer le résultat, personnaliser le résultat, c'est également possible. Donc là, déjà, tout d'abord, je vais vous mettre ce premier résultat, cette première réponse dans la conversation. Donc, vous puissiez y accéder, pour le coup, au premier résultat, généré par Copilot. Donc voilà, vous puissiez y avoir accès. Et donc, par exemple, fournissez-moi un résumé anti-point. Donc ça, c'est une proposition, une suggestion de requête qui me semble pertinente dans le cas d'usage de Myriam. Donc là, les 10 points sont déjà générés. Donc là, maintenant, ces 10 points, je vais vous les mettre également dans la conversation. Alors, on peut avoir au global aussi une réponse qui peut être vocalisée. On peut lire à haute voix la réponse. Donc là, c'est possible directement.
Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est présente nativement dans Copilot. On peut après adapter si on a des préférences en termes de lecture, de débit vocal, si on veut avoir une lecture plus aisée du document. Hop, là, on peut faire un copier-coller directement dans Word et retrouver ces fonctionnalités de lecture à haute voix. Donc ça, c'est accessible à toutes et à tous, hein. Vous l'avez ici. Hop, moi j'ai fait un petit raccourci, sinon de base, pardon. Oui, non, ça c'est le raccourci. Non, c'est dans révision et lecture à haute voix. Ça, c'est le vrai chemin d'accès. Ah, voilà, moi je la mets un peu rapide, donc, donc le débit est un petit peu rapide. Alors, on a le choix entre différents types de voix. Donc là, vous pouvez avoir accès à un résumé du résumé. J'ai envie de dire, vous avez la possibilité de l'énoncer à haute voix, pardon, le résumé écrit en 10 points. Après, si par exemple on est dans une situation, moi mon objectif c'est de faire le zoom sur la formation des agents en situation de handicap. Donc, on va lui dire comporte-toi. Hop, ok. Comporte-toi comme un référent handicap et crée un bilan et formation des gens en situation de handicap à partir de ce document et une liste en point clic. Donc voilà un exemple de prompt qu'on va pouvoir expérimenter à partir de ce document. Donc là, ce document a 124 pages et on va avoir les sources justement de ce qui va être cité typiquement parmi les résultats. Donc là, vous avez les résultats qui sont en train d'être générés. Donc voilà, avec ces différentes options, vous avez, donc là, je vais vous indiquer la réponse toujours dans la conversation. Ici, accéder hop, au résultat. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous avez toutes et tous accès, hein, pour le coup. Alors, soit via ce raccourci, soit après, on peut y accéder de manière un peu plus manuelle, où on fait copilote.microsoft.com. Donc ça, c'est la voie d'accès qui arrive. Vous allez avoir une première demande. Alors c'est cette demande à chaque fois. Moi, ce matin, il me l'a posé la question. Si vous voulez l'environnement professionnel ou l'environnement personnel. Je vais mettre un onglet pour que ça aille un peu plus vite, parce que j'ai un peu tendance à ouvrir trop d'onglets, pour le coup. Voilà, vous avez, quand vous connectez sur copilotmicrosoft.com, quand vous êtes connecté avec votre compte d'organisation, typiquement selon votre fonction publique, si vous avez accès à Microsoft Teams, vous allez avoir cette question, et là la réponse ça va être, je veux utiliser Copilot dans un contexte de travail pour une sécurité et conformité légale, donc intégrée à mon compte d'entreprise d'organisation, hein, pour le coup, hein, ça peut être pas forcément que l'entreprise, hein, cette fonction publique organisation, vous avez accès au même degré de confidentialité, hein, que, pour le coup. Et donc, vous allez avoir donc, ce chat. Voilà, ça va être la même chose, un peu plus spacieux, avec un peu plus d'espace que les fonctionnalités qui apparaissent ici, hein. Donc, on va retrouver des choses assez similaires à ce que vous allez pouvoir avoir si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de ChatGPT, hein. Vous allez avoir les mêmes choses en termes d'ergonomie. Ajouter du contenu professionnel, charger des images, du contenu. Donc, ça, on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, c'est donc pour vous préciser. Travail uniquement dans les données à l'intérieur de l'organisation, et si vous cliquez sur Web, ça va chercher également en dehors de l'organisation. Donc ça, c'est aussi deux points importants. Donc le petit bouclier qui informe qu'il s'agit donc de vos données, hein, protection s'applique, hein. Vous avez protection des données d'entreprise qui s'applique sur toute la conversation. Vous pouvez indiquer les noms de vos collègues, autres. C'est comme si vous utilisez votre boîte mail interne, comme si vous utilisez Microsoft Teams. Vous avez le même degré de sécurité appliqué à l'ensemble des interactions sur Copilot Chat. Donc là, vous pouvez envoyer des documents. C'est en conformité avec les règles de votre organisation, pour le coup. Donc voilà pour cette démo sur la partie résumer un document
et énoncer le résumé à haute voix. Je vais revenir au slide pour le coup, à moins qu'il y ait d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Non. Ok, on va pouvoir se remettre hop, sur la présentation et voir le prochain défi de Myriam avec, il me semble, la création, ah oui, c'est la création d'un contenu sur le forfait mobilité, il me semble, si. Pour le coup, voilà. Donc, comment créer un contenu pour un intranet, un article LinkedIn, comment vous aider à partir d'un document brut, comment vous aider à être un premier jet ou même l'article final. À partir de copilote, à partir d'un outil IA, vous allez pouvoir vous aider à créer du contenu. Et là, on va utiliser un prompt un peu plus poussé. Donc, à partir, vous pouvez avoir juste ici, donc à partir des éléments de cette page, rédige un article d'intranet de 150 mots maximum, utilise des phrases courtes et une liste à puces pour expliquer les 3 points clés de cette nouvelle règle concernant le forfait mobilité durable. Donc là, pour le coup, pour cet exemple, hop, on va pouvoir, utiliser un article du site du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. Donc là, je vais partager mon écran dans un court instant. On va pouvoir mobiliser donc le savoir-faire de copilote pour pouvoir permettre cela. Donc là, je vais juste attendre 30 secondes que tout le monde ait accès au partage d'écran. Pour le coup. Donc là, c'est un article qui date du 8 octobre 2024 avec les modalités du forfait mobilité durable. Donc là, on est sur un article brut. Hop, et on va pouvoir donc demander, donc là, j'ai copié-collé le prompt, on va pouvoir lui demander, donc à partir des éléments de cette page, rédige un article d'intranet de 150 mots maximum, utilise des phrases courtes et une liste à puces. Donc, je me répète, pardon, je vérifie que ce soit bien calibré. J'ai fait un petit copier-coller intelligent. Hop, là, je lance la requête. Voilà, là, le premier article est en train d'être généré. Je vais vous l'indiquer également dans la conversation. Voilà, c'est vraiment un format très court. On a demandé 150 mots. Donc là, je l'indique dans la conversation pour que vous puissiez y avoir accès. Les propositions, faire une version plus dynamique, une version avec des visuels. Alors, les visuels, c'est parfois un peu décevant pour le moment sur Copilot. Là, je fais des essais en coulisses. Je vais plutôt partir sur l'exemple concret, pour le coup. Il y a encore un peu du mal à mettre du texte sur des images. C'est encore un point d'amélioration là-dessus, un petit challenge autour de cela. Donc là, je rajoute l'exemple concret autour de Julie qui vient au bureau à vélo 3 fois par semaine. Je vous l'indique également dans la conversation. Parfait. Donc là, c'est un exemple, comment gagner du temps dans la rédaction d'un article. Après, c'est copilote et pas autopilote. Il y a toujours une partie à reprendre. Toute réponse générée issue des IA. Il faut compter à peu près 5% à reprendre, entre 5 et 10% suivant la complexité. Bon, là, la tâche est assez simple. Je pense que le résultat est peut-être exploitable dans l'état, mais voilà, pour le coup, plus la tâche va être complexe, plus il va falloir avoir un regard critique, aussi sur les biais que peut avoir l'IA. Donc voilà, typiquement, il faut garder un regard vigilant là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions chez Estelle, chez Aurélie, ou ça va jusque-là? Ok, super. On va pouvoir passer au prochain challenge de Myriam. Alors, on Non, a non, des aucune question. En regardant toutes ces améliorations de nos quotidiens, je pense que c'est un peu l'objet de l'inclusion. Ça améliore la vie de tout le monde, mais au passage, encore plus des personnes en situation de handicap, en fait. On a une question de Zadie. Attendez, je ne sais pas si vous avez accès au micro, je crois que ça a été bloqué. Vous pouvez la taper au clavier éventuellement dans le chat. Si vous faites, je vous levez la main. Je ne sais pas si on peut. Ah, quoique, vous pouvez peut-être activer le micro, je ne sais pas si c'est bloqué ou activé.
Vous m'entendez? Ah oui, oui. Merci. Petite question. Vous dites que on doit reprendre entre 5 à 10% sur l'IA quand elle fait un résumé. Est-ce que c'est la seule IA copilote où on doit reprendre 8 à 10% ou est-ce qu'il y a d'autres IA qui sont beaucoup plus performantes? Pour le coup, sur les classements d'IA, Copilot, elle utilise le moteur de ChatGPT, GPT-5, donc c'est quand même un modèle assez récent. Après, dire que c'est la meilleure, non. Là, ce matin, là, je lisais que Google, ils ont lancé un nouveau modèle d'IA, Gemini 3 Pro, et là, sur les tests, c'est la meilleure sur la majorité des scénarios. Sur le cadre du résumé de texte, Copilot, elle s'en sort plutôt bien avec le chat Mistral. Je dirais que ça, c'est deux bonnes IA sur les résumés. Claude aussi est bien. Après, ça va dépendre toujours de la complexité de la tâche. Je vous donne une fourchette. Là, parce que c'est un article qui est quand même plutôt simple, court, à l'essentiel. Donc là, je pense que là, sur le résumé, sur cette illustration, je pense que même là, il n'y a peut-être même pas 1% à reprendre. Même ça peut être tout à fait réutilisable dans l'état. Mais il faut toujours garder un l'œil vigilant pour le coup, parce qu'il peut y avoir aussi des risques d'hallucination. Donc, il ne faut jamais réutiliser le résultat de l'IA sans le relire. Ça, c'est vraiment Ah, de toute façon, il faut toujours en travailler, c'est sûr. pour le coup, Estelle m'avait fait pas quoi. Ils avaient eu des situations d'hallucination sur la création de rapports et autres, avec des faux témoignages créés par l'IA de toutes pièces. Aurélie Actrice aussi. Il faut vraiment toujours être très, très vigilant. Ça fait gagner un temps précieux, un temps important, mais on ne peut pas réutiliser dans l'état un résultat de l'IA, même s'il y a eu de grandes améliorations pour limiter les risques d'hallucination, mais malheureusement, ça existe toujours. Donc, il faut toujours rester vigilant. Donc, il y a toujours une intervention humaine à prévoir, qui se réduit de plus en plus. Heureusement, hein, les outils s'améliorent, mais voilà, il faut rester vigilant. Alors, sur la différence entre ChatGPT et Copilot, euh, pour le coup, on va avoir. Moi, je ne suis pas très mécanique, hein, mais c'est un peu comme des moteurs de voiture, hein. Il y en a qui vont plus vite, etc. Donc, il y a des petites améliorations qui arrivent au fur et à mesure. La différence sur Copilot en entreprise, pour le contexte, c'est souvent, bon, on ne sait pas, mais pour le contexte en organisation, dans la fonction publique, c'est qu'un grand nombre de personnes, un grand nombre d'agents, en fait, ont accès à Copilot Chat, ne le savent pas, ils peuvent l'utiliser et faire beaucoup de choses. Euh, sur, sur ChatGPT, on va avoir des situations de. En fait, ils ont une petite longueur d'avance. En fait, ils ont un contrat Microsoft et OpenAI, ChatGPT, sans trop rentrer dans la technique, mais ils ont une petite longueur d'avance, en fait, ChatGPT, sur leur création. Donc, parfois, c'est 3 mois de différence, hein, c'est pas très grand, mais ils ont toujours une petite longueur d'avance. C'est utilisé à titre personnel, mais utilisez-le vraiment pour des cas d'usage personnel, voilà, rien de professionnel là-dessus. Par exemple, l'assistant vocal, le mode vocal de ChatGPT est bien mieux que celui de Copilot pour le moment. Après, ça évolue très régulièrement, mais là, pour le coup, il y a par exemple, si on prend le cas de l'interface vocale où vous parlez avec la voix de synthèse, Copilot en a une, mais voilà, elle est beaucoup moins humaine. Je trouve que le ton est très stressé. Enfin, je sais pas, l'usage, je l'ai utilisé récemment. Voilà, pour le coup, ChatGPT va avoir des petites fonctionnalités parfois en plus sur certains cas d'usage, mais ça se ressemble énormément, hein, sur Copilot. Bon. Après, ça ChatGPT. avance très vite aussi. Ouais. Ça avance très vite aussi, l'intelligence. Ouais, Ok, ouais, merci. tout à fait, je vous en prie. Puis là, pour le coup, c'est pour ça que sur les slides, on les fera parvenir au fur et à mesure, parce qu'il va y avoir aussi un centre des petites ressources qui vont vous être indiquées. Il y a des parcours en ligne, de l'auto-formation, à la fois Microsoft, mais pas que, aussi des petits podcasts grand public sur les nouvelles technologies qui pourront être aussi utiles pour le coup en ressources complémentaires. Je vais te mettre aussi une autre question, Aurélie, je ne vois pas en même temps, je vois le début.
sinon j'enchaîne, puis on traitera à la fin. Sinon, ouais, on va faire comme ça pour respecter le timing. Puis là, on va rentrer donc dans l'utilisation. Alors, on va quitter l'univers, donc l'univers copilote ChatGPT pour l'instant. On va être sur donc comment utiliser les cartes mentales et sortir justement du syndrome de la page blanche qui est très présent sur les cartes mentales quand on part de zéro, hein, il faut partir du socle, etc. Donc là, on va pouvoir utiliser, donc faciliter la compréhension d'un projet transversal, la boussole du manager, handicap au travail et management. Donc ça, c'est une publication qui est pour le coup très récente, très fraîche, hein, du 18 novembre. Là, je vais partager mon écran. Peut-être que vous avez eu des échos d'ailleurs dans vos directions, vos entités, parce qu'apparemment, c'est une démarche du ministère de l'Action des comptes publics sur le portail de la fonction publique. Donc, dans le cadre de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes en situation de handicap, les 20 ans, voilà, qui ont été fêtés le 11 février, le 11 février 2025, les 20 ans. Donc, vous avez, hop, le temps que ça s'affiche. Donc, cette ressource, donc, sur la boussole du manager, handicap au travail et management, vous avez donc, différents contenus à disposition avec un premier contenu pour le coup, qui est la boussole du manager, handicap au travail et management, donc il y a un document de 26 pages. Donc là, dans le contexte de Myriam, on va pouvoir se le faire résumer pour le coup avec une forme visuelle. Alors, on va quitter le texte, on va aller sur la forme visuelle. On ne Donc voit là, pas ton écran, Lucas. ah oui, ça marche pas. Ah, je reprends. T'as l'air figé, Lucas. Alors, on n'a plus de son d'image de Lucas. C'est problème du direct. Alors, vous n'entendez plus rien, mais nous non plus. En attendant que le cadre Ouais. prenne le résultat du sondage. Ouais, et c'est l'école qui va revenir, je pense. Ouais. Alors, t'as les résultats du sondage? Oui, alors par rapport à tout à l'heure sur les résultats du sondage, hein, vous avez un peu plus participé du coup, et on voit que maintenant il y a une majorité de participants qui indiquent que vous utilisez finalement les deux dans l'usage de l'intelligence artificielle, tant dans la sphère privée que professionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'expliquait Lucas, maintenant on commence à avoir les réflexes pour justement utiliser l'IA, que ce soit effectivement pour le challenger sur des questions, interrogations, sur des résumés ou autres et même dans notre sphère privée, puisque quand on utilise par exemple la reconnaissance vocale, chat, ce qui va être par exemple le GPS ou autre, à l'intérieur de nos propres outils, on a également de l'intelligence artificielle dans notre quotidien aujourd'hui. Là, je pense qu'en fait, Lucas, dans la démonstration qu'il a voulu faire, ça a généré beaucoup de bandes passantes. Et comme on est avec vous, à mon avis, il a dû avoir un petit souci au niveau de son PC, mais il va probablement se reconnecter d'ici quelques secondes. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à les formuler, comme ça on pourra effectivement les poser à Lucas en attendant qu'il revienne. Espérons qu'ils reviennent. Euh, Parce que tout l'intérêt d'avoir Lucas, c'est de pouvoir faire la démo, puisque nous avons l'aspect théorique, mais absolument pas pratique. N'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous connaissiez justement les va parler Lucas ce matin, Copilot, ChatGPT, euh, avec OpenAI. Est-ce que vous utilisez déjà dans votre quotidien? N'hésitez pas effectivement à vous exprimer dans le volet conversation ou à lever la main aussi. Ça peut être intéressant de partager aussi les bonnes pratiques que vous faites actuellement sur ces nouveaux outils du quotidien pour plus d'inclusion, justement aussi.
Oui, parce que l'idée, c'est à la fois, bon, c'est pas tellement, enfin, votre usage pour vous, sauf si vous êtes en situation de handicap, mais savoir ce que ça peut améliorer demain pour vos collaborateurs et aussi la capacité à vos organisations publiques, pour ceux qui le sont, à avoir des outils technologiques ouverts, c'est-à-dire que, enfin, ouverts et protégés, ouverts pour que vous puissiez vous en servir, et protégés, puisque pour certains, connaissant les contraintes de la fonction publique, vous ne pourriez pas les utiliser en tout cas sans avoir un contrat privé caché, enfin en termes de qui cache vos données, en tout cas qui les protège. Oui, il y a Xavier qui veut prendre la parole. Xavier, on vous écoute et on va lire également ce qu'il y a dans le volet conversation en attendant la venue de Lucas. Alors, merci. Voilà, juste pour info, moi, j'utilise énormément les IA, qu'elles soient narratives ou autres. Je suis non-voyant dans mon milieu professionnel, aussi bien personnel. Par contre, je l'utilise essentiellement sur le côté personnel, pas professionnel. J'arrive pas encore à faire confiance à 100% sur une rédaction d'email, une rédaction de compte-rendu de réunion ou quoi que ce soit sur l'IA, quelle qu'elle soit, bien sûr. Et vous utilisez quel outil du coup dans votre sphère personnelle, et aussi pour d'autres participants? Alors, dans mon utilisation personnelle, j'utilise différents IA, hein, que ce soit, alors, peu copilote, je vous avouerai, tout simplement parce que j'ai peu de retours sur copilote. J'utilisais énormément Gemini ainsi que ChatGPT, et là, j'ai terminé par l'IA de Grolt, je crois qu'elle s'appelle, de Meta. D'accord, très bien. Voilà. Merci pour votre témoignage, c'est toujours enrichissant. Et on complète également avec Elodie et MB, hein, je vois que Lucas est en train de venir. Elodie nous dit qu'elle a découvert plusieurs fonctionnalités qu'elle ne connaissait pas professionnellement, hein, suite effectivement au webinaire. MB nous dit ChatGPT pour réaliser des affiches pour des événements locaux, notamment justement pour la présentation de la semaine SEPA. Donc effectivement, certains utilisent pour de la créa graphique, hein. Et Patricia nous remercie. Et je redonne la parole du coup à Lucas, qui est reçu. Alors, Non, je je ne peux vois pas. m'excuser pour ce bug. Les aléas du direct. Donc, ce que j'évoquais hein, de vive voix, donc c'est pour illustrer la carte mentale, comment synthétiser un projet avec différentes parties prenantes, un grand nombre d'acteurs. Donc ça, c'est la boussole du manager handicap au travail et management du portail de la fonction publique, hein, auquel vous pouvez accéder. Alors peut-être que vous avez eu des échos hein, de cette démarche qui a l'air relayée sur l'ensemble des ministères, sur un grand nombre de fonctions publiques. Hop. Donc là, on va utiliser un outil qui s'appelle Xmind, justement, hop, pour le coup, pour permettre l'usage de la carte mentale, sortir tout un nombre de la page blanche, en fait, hein, tout simplement. Donc là, on va avoir différents cas. Alors, ça va être en français, hein, je vous rassure, c'est juste la première partie qui va pas en anglais. Moi, ce que je demande toujours, c'est ajoute des emojis. On va mettre le fichier hop, à l'intérieur. Du drop. On va donc l'inclure à l'intérieur. Donc, on a différents types de formats possibles. De base, on va plutôt rester sur un format de carte mentale hein, pour la démo, mais vous avez aussi hop, euh, différents formats avec frise chronologique, pardon, j'ai les noms en anglais, mais j'arrive pas à les lire comme ça. Donc il y a frise chronologique, arrêt de poisson. Hop, là, je vais vous montrer plutôt sur un cas très visuel de la carte mentale. Hop, donc là, elle est en train de se générer. Donc donc là, c'est dans les conditions du direct. Hein. Donc là, vous avez une carte mentale avec toujours l'idée centrale et donc les différentes sous-idées, hein, donc les différentes branches. Hein. Donc là, j'ai demandé d'ajouter des petites emojis pour guider le regard. Donc ça permet de faciliter donc, la compréhension de documents compliqués. Donc ça, c'est vraiment une perle hein, au quotidien. Les vidéos YouTube, les documents, je suis plutôt visuel hein, comme approche. Donc ça me fait gagner un grand nombre de temps précieux. Donc là, vous pouvez survoler le fichier, le modifier aussi, rajouter, là pour le coup, on peut rajouter des branches, modifier, annoter.
Et donc, c'est un outil de collaboration dans le sens où vous pouvez, alors là, bon, il y a une licence qui est payante. Après, vous pouvez, pour faciliter la collaboration, vous avez le bouton partage. Vous pouvez partager le contenu, donc share, et vous pouvez l'exporter en document Word, par exemple. Typiquement, hop, en document Word, je vais pouvoir l'avoir avec, je vais vous montrer en direct avec donc. Bon, c'est moins visuel en Word, donc vous allez pouvoir voir le résultat. Donc, on pourra être sur un outil de collaboration, hein, pas uniquement un outil, je fais ma carte mentale, je la garde sur mon poste de travail. Voilà, vous avez donc le résultat après en document Word qui peut être partagé. Vous pouvez partager uniquement la partie visuelle de la carte mentale, hein, vous pouvez partager uniquement la partie image. Et l'avantage, c'est que voilà, c'est un document, par exemple, de 15 pages. Là, vous pouvez réutiliser, comme on avait vu précédemment, la grille de lecture et la synthèse vocale. Ouais, vous pouvez cumuler plusieurs outils de performance de lecture avec sur une base donc, de cartes mentales, avec l'appui de l'outil Xmind qui a inclus donc, cette fonctionnalité basée sur l'IA, donc qui permet de gagner du temps. Et première base de cartes mentales opérationnelles. Donc, pour le coup, ça, c'est un cas d'usage qui est intéressant pour faciliter la, la répartition brainstorming. Les cas d'usage de la carte mentale étant nombreux. L'un des cas d'usage dans la gestion de projet, répartition des parties prenantes, donc ça permet de faciliter à la fois la création, l'idéation et la gestion de projets à acteurs multiples. Hop, on va pouvoir revenir sur la présentation. À moins qu'il y ait des questions hein, sur la carte mentale, sur l'outil. N'hésitez pas. Donc, le mobiliser et partager plus facilement. Alors, on va revenir aussi sur la copilote. Comment Copilote peut permettre de créer un compte-rendu automatique. Donc là, pour vous présenter donc le prompt, l'intérêt d'un prompt justement pour créer un compte-rendu automatiquement. Donc là, je vais prendre le cas d'usage, c'est une transcription d'une réunion que j'ai eue avec une partenaire consultante qui a réunion de cadrage. Donc là, on n'a que le texte brut. Je vais vous montrer le texte brut. Pour le coup, vous puissiez voir le document initial avant de voir à partir de quoi en fait Copilote va générer un compte rendu. Donc, hop, je vais partager mon écran. J'espère que je reste avec vous là, sinon c'est le suspense. Donc là, dites-moi, soyez bien. Donc ça, c'est un document, ou c'est une réunion qui était assez courte, elle a duré 30 minutes. Hein. Donc là, on avait, hop, à peu près une trentaine de minutes hein, d'échange hein, pour le coup. Et là, donc là, on va, dans Copilote, on va pouvoir poser la question. Hop, on va le prendre, pardon, créer compte rendu avec une liste d'actions. Donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi hein, dans vos différentes entités, hein, pour le coup. Hein, ça, c'est une fonctionnalité. Vous pouvez hop, une liste d'actions. Donc voilà, le document est chargé, je lance, je vais le mettre en plein écran. Vous voir. Donc à partir donc d'échanges bruts, ce que permet de créer un copilote. Je vais leur d'ajouter des emojis. Moi, j'aime bien les emojis, ça m'aide visuellement. J'attends que ça se finisse de se générer. Mais les emojis, c'est pas toujours très inclusif. Nous, on nous a demandé d'arrêter de mettre des emojis dans nos publications LinkedIn parce que ça vient, enfin, c'est mal lu. Parfois, les emojis sont mal lus par tout ce qui est retranscription. Donc, tu vois, ça va bien en fonction de la nature de ses besoins. C'est aussi ça, peut-être, qui est intéressant, c'est que chacun va y trouver un bénéfice et une manière de fonctionner et d'avoir l'information le mieux possible en fonction de ses besoins en matière de compensation. Oui, tout à fait, parce que les synthèses vocales vont les lire normalement. Parce que là, on peut énoncer vocalement, comme on avait vu précédemment. Donc là, il n'y a pas d'emoji. Hein. Requête de l'utilisateur. Vous souhaitez un compte rendu. Voilà, ça lit tout, mais pour le coup, si on veut sélectionner une partie du texte, voilà, on est sur Edge. On va pouvoir hop, lancer la lecture à haute voix.
Compte rendu et liste d'actions. Donc, on va pouvoir sélectionner avancement du projet, pour le coup. Et les emojis, oui, elles sont lues par la synthèse vocale. Ouais. Elles sont énoncées de vive voix, les emojis. Avancement du projet. La réunion a permis de passer d'une approche théorique à des actions plus opérationnelles. Là, vous avez donc le suivi accompagnant. Donc, vu que c'est une réunion, voilà, vous avez la liste des actions à retenir, voilà, qui est présentée sous cette forme, les prochaines étapes. Donc, voilà, ça, c'est tout à partir d'un document, d'une transcription brute. Bon, je tente quand même les emojis, hein, voilà, la version avec ou sans, juste pour que vous puissiez voir. Pour Il le nous coup, reste ouais. 10 minutes, Lucas. Il faut Ouais. on avance un tout petit peu si tu veux faire le dernier cas d'usage. Et puis qu'après on fasse les points de vigilance. Je pense que c'est Bien sûr. important qu'on partage dessus et peut-être une dernière question à la toute fin pour savoir comment on peut te mobiliser. Enfin, voilà, c'est quoi le bon fil, le bon point d'entrée. Bien sûr. Bah alors, pour le cas suivant, c'est créer, comment créer des emails, des réponses d'emails. Donc là, c'est parfait parce qu'on va pouvoir rester sur le compte rendu et dire, par exemple, créer un kit de communication email. Donc là, on va avoir par exemple la possibilité voilà, de pouvoir créer des emails pour le coup, apporter des réponses aussi. Donc là, vous pouvez copier-coller soit des emails et indiquer donc suggère-moi une réponse, répondre dans le ton de l'email. Ça va être des cas d'usage à partir d'un contexte pour créer des emails, hein, donc toujours dans Copilot, donc pour le coup, donc là avec l'approche contextuelle, en envoyant des contenus, ça peut être des mails que vous avez déjà, des comptes, voilà, des échanges pour pouvoir apporter du contexte et avoir un outil d'aide à la rédaction. Pour aborder donc la partie point de vigilance sur l'usage de ces outils, aussi répondre aux questions, voilà, quelle est la différence entre Copilot et par exemple un chat GPT. Donc là, ça va être un point important à aborder sur la notion de protection des données, le fait que vous puissiez utiliser ces outils au travail, hein, dans vos différentes entités, hein, donc puis les bonnes pratiques, point de vigilance, tout ça, c'est hop, en rappelant donc voilà, que l'IA, c'est comme des lunettes numériques, hein, c'est pas autopilote, mais ça permet donc de gagner du temps. Donc, concernant donc les points de vigilance, donc vérifier avant tout usage de l'IA. Ben, pour rappel, hein, les données d'entreprise sont protégées. Alors, c'est entreprise d'organisation, hein, donc pour le coup, organisation publique également. Donc, tous les données de vos usagers, de vos collègues, donc, sont donc protégées dans l'usage de Copilot. Donc, vous avez une protection des données, donc avec des données de chat qui ne sont pas sauvegardées également. Vous n'entraînez pas les modèles. Donc, ça, c'est aussi un point très important. On pouvait utiliser donc ces données de chat ne sont pas utilisées pour former les grands modèles, ils vont être utilisés que pour améliorer le contexte des réponses, hein, donc pour le coup, afin de permettre, contrairement avec la question d'un chat GPT, hein, donc vous avez côté chat GPT, de base, vous n'avez pas d'accès natif aux données internes, hein, sauf partenariat comme par exemple France Travail qui utilise voilà, chat GPT avec des données salariées avec des accords spécifiques. Donc, doit être saisi manuellement, hein, le contexte de ChatGPT, alors que sur Copilot, sur la version payante, vous avez un accès automatique des emails, fichiers, Teams, calendrier, donc avec un assistant intégré aux outils Microsoft. Donc, vous avez accès dans Word, vous avez accès dans Outlook, dans PowerPoint. Vous avez ces outils d'aide donc qui sont utilisables un peu partout. Donc là, vous aurez accès aux slides complètes, hein, donc sur les différences entre la version payante et gratuite pour le coup. Et les points de vigilance, hein, que Christelle rappelait, hein, donc vous avez peut-être dû aborder, j'étais absent aussi, hein, sur l'IA. Donc rappeler que voilà, il y a des risques d'informations inexactes, des biais aussi. Si vous créez des visuels, par exemple, créer un visuel sur le handicap, ça va être forcément fauteuil roulant, parce que l'IA a des biais, parce qu'elle a été entraînée par des humains, donc elle reprend des biais humains parfois. Donc voilà, bien être vigilant sur les biais pour le coup, et donc la transparence sur les données d'entraînement. Donc, plus vous lui donnez du contexte avec vos données, ça réduit le risque de biais, vu que les données, vous les connaissez, vos données, vous les avez calibrées, révisées. Donc là, ça permet à l'IA d'obtenir des résultats plus cohérents, plus exploitables, tout simplement. Ouais, c'était, tu voulais reprendre sur la partie du cas pratique.
Oui, mais peut-être parce que je pense que si on ne veut pas se départir de l'objectif initial qui est d'accompagner les personnes en situation de handicap qui ont des besoins spécifiques et auxquels l'IA peut répondre, c'est comment on fait, c'est-à-dire que c'est quoi le bon processus. Enfin, voilà, on est d'accord qu'on part toujours du besoin et donc du médecin du travail qui préconise un aménagement. Et après, c'est quoi les bonnes pratiques, si tu veux, pour que derrière, le manager soit informé, rassuré. Enfin, si tu peux nous illustrer, je sais que tu as accompagné des collaborateurs agents. C'est comment tu t'y prends, à quel moment on contacte la DSI, enfin, tu vois. Je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est concrètement comment on fait. Oui, tout à fait. Ben, typiquement, là, pour illustrer le cas de l'accompagnement d'un conseiller formation CNFPT, donc avec, là, pour montrer sur cette frise hein, l'ensemble des acteurs qui ont été mobilisés, donc à la fois donc le bénéficiaire donc, qui a exprimé son besoin auprès donc, de sa référente handicap. Donc, nous, comme on intervient chez Digital Inclusive, donc on propose une démonstration qui est toujours gratuite, sans engagement, bah, pour faire découvrir à la fois bah, connaître le besoin du bénéficiaire en question, que ce soit donc suivant son métier, bah, quels sont les attendus en termes de rédaction, en termes de lecture. Donc, ça va être principalement sur performance de lecture, performance rédactionnelle, aide à la créativité, à l'organisation avec la carte mentale, perfectionnement professionnel. Donc déjà, dans son rôle métier, quelles vont être ben, les situations de rédaction de lecture dans le rôle d'un conseiller formation, donc avec en travaillant aussi en interne côté RH, côté DSI, pour pouvoir faire des propositions de solutions qui ne sont pas que informatiques. Il peut avoir, par exemple, un bloc-notes. Alors, un bloc-notes hybride, hein, c'est un bloc-notes qui a un QR code qui se connecte par mail. Au OneDrive aussi pour pouvoir tout ce qu'on va rédiger sur ce bloc-notes avec le QR code en passant un smartphone, il va avoir un envoi des données sur sa boîte mail et pour pouvoir faciliter l'organisation du passage du tout papier au tout numérique. Donc ça, ce sont des outils qui sont validés par la direction système d'information. Et sur le volet financement, avec les équipes typiquement avec les équipes RH, référent handicap, qui créent le pont avec le FIP pour les financements avec les budgets. Donc, il va y avoir l'ensemble de ces parties prenantes mobilisées. Bah, évidemment, le bénéficiaire, l'agent concerné, j'ai envie de dire, vous connectez au-delà, référent handicap, donc la direction de système d'information, où là, on va prendre le temps bah, pour valider que toutes ces solutions soient conformes, compatibles et conformes avec les règles de sécurité de l'employeur concerné, et enfin faciliter aussi la partie financement en expliquant voilà, les solutions, quand il y a des abonnements ou non, l'accompagnement humain, la partie formation, accompagnement qu'on met en place suivant le degré de connaissance d'informatique de l'agent concerné. Donc en général, c'est de demi-journées qui sont réparties avec 6 semaines d'intervalle ou alors un peu plus long parfois jusqu'à deux jours répartis en 4 demi-journées à planifier dans l'agenda de l'agent concerné, donc afin de pouvoir faire en sorte que l'autonomie soit garantie à la fin, à la fin du cycle d'intervention avec différents points de cadrage. J'espère pas avoir été trop long jusqu'à là, je leur Non, retourne. non, c'est vrai qu'il y avait, enfin, probablement qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, mais tu nous as gentiment laissé accès à ton agenda. Donc, pour les personnes qui auraient des questions spécifiques, bah, ils ont le moyen de te recontacter et d'échanger avec toi directement. Nous, on va mettre à disposition évidemment le webinaire en replay et le support. S'il y a des questions, enfin, on pourra reprendre les questions sous forme d'un Q&A au besoin, si on n'y avait pas répondu. Et je crois qu'Aurélie, tu avais une dernière question à poser. Dernière question à te poser, c'est à propos de copilote. Est-ce que l'ajout d'une pièce jointe, c'est de manière gratuite ou il faut prendre une option payante? C'est la question effectivement du Cap emploi 70. Alors, sur l'ajout de la pièce jointe, il faut l'ajouter manuellement. Quand vous n'avez pas d'abonnement payant, vous devez l'ajouter manuellement, contrairement à l'abonnement payant où les données sont aspirées par copilote. Là, il faut l'ajouter voilà, comme une sorte de pièce jointe d'un mail. Mais c'est gratuit du coup.
vous faites une demande, c'est ça. Il faut l'ajouter manuellement, mais c'est possible dans la D'accord. pilote chat Merci. gratuite. Ouais. On te repère en termes de réseau. Il y a une latence sur l'Internet. Et on arrive au bout. Est-ce que Je- vous avez d'autres questions? Il nous reste 1 minute à passer ensemble. Moi, je me permets de mettre le lien pour prendre rendez-vous. Là, il y a le QR code, mais si vous voulez Oui, la voir dans le chat, comme ça, voilà, je l'envoie, le temps qu'il s'ouvre en coulisses. très bien. Bah, Je- merci à toi, Lucas, d'avoir contribué ce matin à nous rendre beaucoup plus agiles sur l'IA et peut-être à faire des propositions à nos agents en situation de handicap. N'hésitez pas donc à contacter Lucas pour toute question et nous, vous aurez accès au replay ainsi qu'au support comme d'habitude sur le site du FIP très rapidement, soit aujourd'hui, soit lundi, sans problème. Et ben, très bon week-end par avance, bonne fin de SEPH et merci Merci beaucoup. merci à toutes et à tous. Merci Estelle, merci Aurélie. Merci Lucas.